Bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Dr Bied, je suis professeur assistant au service central de radiologie du CHU de Casa. Concernant la présentation d'aujourd'hui, ça va porter sur les aspects radiologiques de la pneumopathie à Covid-19. Donc, cette pneumopathie est causée par le virus SARS-CoV. On ne va pas tarder sur l'agent causal et son mécanisme d'action, mais il faut savoir que la TDM a joué un rôle diagnostique et pronostic majeur lors de la pandémie. Elle avait pour objectif de retrouver le ver dépoli avec une sémiologie qui est très caractéristique, quoique ce ver dépoli n'est pas toujours synonyme de Covid, avec beaucoup de diagnostics différentiels. Donc, d'où la notion de sémiologie typique et atypique de Covid. Donc, le rôle de l'imagerie, principalement le scanner, était d'évaluer l'extension initiale, le suivi et la détection de l'aggravation, rechercher les complications également et éliminer les diagnostics différentiels. Il y avait pas mal d'errances diagnostiques pendant les afflux massifs des patients. Et elle permet également le triage dans les situations exceptionnelles par manque de moyens PCR ou par débordement de l'accueil des patients. Donc, premier papier définissant l'intérêt de la tomodensitométrie par l'équipe chinoise sur une série de 1014 cas. Chez les patients ayant une PCR positive, la sensibilité de la TDM est de 97%, avec la notion de Covid hautement probable sans confirmation par la PCR ou PCR négatif. Deuxième papier toujours sur une série de pneumopathies Covid sur la TDM, mais cette fois-ci en Italie. Chez les patients ayant une PCR positive, la sensibilité de la TDM était toujours de 97% avec une spécificité de 56%. Sur ce papier, il parlait de Covid-TDM typique sans confirmation par la PCR ou PCR négatif. Dans cette revue de littérature également, les signes majoritaires en scanner, c'est principalement l'atteinte en verre dépoli, la condensation, qui sont plus ou moins associés en fonction du moment de l'imagerie. Moins fréquemment, on retrouve le chrysipavine et les réticulations. Et enfin, le signe de l'atoll ou halo inversé, rarement. Tous ces signes, on va les voir au fur et à mesure. Donc, de même, sur ce papier concernant les signes typiques ou atypiques de la COVID-19, on retrouvait comme signe majoritaire du verre dépoli, de la condensation ou une association entre les deux avec des bronchogrammes aériens. Les épaississements des septa et les réticulations également, le chrysipavine, le signe de l'atoll ou halo inversé, quant à lui, elle était plus fréquent chez les séries sud-américaines, avec les signes de plus en plus rares, comme par exemple l'épanchement pleuropéricardique, l'adénopathie et la présence de nodules. Premièrement, il faut tout d'abord définir le ver dépoli, et selon le glossaire de la Fleischner Society, c'est la société mère d'imagerie thoracique, c'est une augmentation de la densité n'effaçant pas les bords des vaisseaux ni la paroi des branches, contrairement à la condensation qui efface les vaisseaux et les parois des branches, et on laisse place toujours à un bronchogramme aérique. Ici, sur cette courbe scanographique, on voit du ver dépoli ici. Ici, on voit du ver dépoli, par exemple, de la condensation et du poumon normal. Donc, dans le cas du Covid, on peut voir du ver dépoli pseudonodulaire, en mode ou en plage extensif. Il faut savoir que ces atteintes extensives sont moins spécifiques au Covid comparativement aux autres présentations. Donc, ces lésions en ver dépoli sont généralement coalisées en postérieur initialement, épargnant relativement les apex et les régions antérieures. Donc, par la suite, l'évolution se fera par extension apicale avec une extension qui est antérieure, et il y aura l'apparition de cette consolidation ou bien cette condensation au niveau des lésions initiales postérieures. Donc, ce ver dépoli et cette condensation, c'est quoi? C'est de l'œdème focal, c'est une desquamation aussi des macrophages alvéolaires, c'est une inflammation des parois capillaires qui va conduire à des microthromboses et donc à des foyers d'infarctus, voire de l'hémorragie alvéolaire, puis les lésions alvéolaires exsudatives vont s'installer. Donc, l'évolution de ces plages en ver dépoli peut se faire vers des opacités linéaires à 5-6 jours d'intervalle. C'est ce qu'on appelle le pattern de pneumonie organisée. À ce stade, le principal diagnostic différentiel, c'est les troubles ventilatoires atelectasiques, gravitodépendants, surtout chez les patients hospitalisés en réa. Donc, un signe qui est très caractéristique et a été publié pas mal de fois au niveau de ces plages en ver dépoli, c'est l'élargissement des petits vaisseaux à leur niveau. On parle principalement des vaisseaux segmentaires et sous-segmentaires avec un cutoff de 3-4 mm. Regardez par exemple ici, il y a un aspect ectasique des vaisseaux au sein de ces plages en ver dépoli, contrairement au poumon normal où on n'arrive pas à voir ces vaisseaux. Donc on peut parfois retrouver un aspect caractéristique qui est le signe de l'atoll ou l'halo inversé. C'est une variante de pneumonie organisée. C'est une sorte de condensation encerclant le ver dépoli, et dans la pneumopathie à Covid, c'est en général multiple sans caractère de migration. Contrairement aux autres diagnostics différentiels, par exemple la pneumonie cryptogénique post-médicamenteuse ou par exemple post-chimiothérapie, où cette migration est très caractéristique. Donc ça correspond à quoi ce signe de l'atoll? En fait, cet anneau périphérique qu'on voit ici
condensants qui entourent les lésions vers des poulies correspondent à de l'inflammation, à des dépôts de granulation à l'intérieur des espaces aériens. Il faut faire attention, parfois, ça peut prêter confusion avec un syndrome cavitaire. Donc, l'autre aspect à décrire, c'est le crazy pavine, avec à la fois du verre dépoli, au sein duquel on peut voir des épaississements septaux et des réticulations, donnant cet aspect de mosaïque de pavage. Donc, ces épaississements, ces réticulations, c'est une prolifération myofibroblastique interstitielle avec des dépôts de collagène au niveau des septa qui ne doivent pas être visibles à l'état normal. Donc, sur le plan histologique, on aura plusieurs phases. La première phase, c'est la phase exsudative intra-alvéolaire avec ce comblement partiel qui va entraîner l'apparition du verre dépoli, alors que la condensation totale, c'est plutôt le comblement total, c'est plutôt de la condensation. Alors, pourquoi? C'est assez simple, parce que l'alvéole garde une aération partielle quand on a un comblement partiel, mais quand le comblement est total, il n'y a plus d'air, donc on parle de condensation. À la phase chronique, il y aura une prolifération, ici, des myofibroblastes interstitiels et des dépôts de collagène. C'est le fameux crazy pavine qu'on vient de voir. Mais avant de trancher sur ce Covid, il faut faire attention aux images pièges concernant le verre dépoli. Il faut toujours lire le scanner en fenêtrage adapté au parenchyme pulmonaire avec un filtre dur. Par exemple, chez ce patient, à gauche, un filtre mou et un fenêtrage non pulmonaire, on ne voit pas le verre dépoli. Chez le même patient, si on lit le scanner sur un filtre dur avec fenêtrage pulmonaire, on arrive à voir du verre dépoli partout. Ce n'est pas du Covid, mais c'est juste pour vous montrer l'aspect. La respiration est également un facteur qui peut parfois fausser l'interprétation, avec cette expiration qui va entraîner une évacuation de l'air et donc la diminution de la clarté normale. L'astuce, c'est de vérifier la trachée et son bord postérieur. Si la trachée est convexe, on peut parler d'une inspiration profonde, alors que si la trachée présente un bord postérieur qui est concave, c'est de l'expiration. On peut également retrouver du verre dépoli gravitationnel postérieur, surtout chez les patients obèses, du fait de cette composante restrictive. Donc l'astuce, c'est de faire basculer les patients en procubutus, ce qui va faire disparaître les anomalies. Et donc un verre dépoli qui est pathologique, Covid, ne va pas changer de position ou de forme malgré le procubutus. Donc parfois, on peut retrouver du verre dépoli en regard d'une région subissant des contraintes. L'exemple type, c'est le lobe inférieur droit, avec au contact de ses ostéophytes dorsaux, le côté gauche étant protégé par l'aorte. Donc, en cas de doute, on a recours au post-traitement avec des logiciels dédiés à l'imagerie thoracique, par exemple le Minimip qui permet une élimination virtuelle des vaisseaux, et donc le cas normal, l'arborisation bronchique et le poumon auront une densité similaire. En cas de verre dépoli, on aura un contraste entre les branches et le poumon, c'est ce qu'on appelle le Black Bronchus sign. Donc, les lésions du Covid, comme vous le savez tous, ne sont pas stationnaires. Dans cette étude prospective de suivi des patients Covid en imagerie, chez 90 patients PCR positifs, un pic d'atteinte entre J6 et J11 suivant l'apparition des symptômes, que ce soit le nombre de territoires atteints ou l'intensité des plages lésionnelles au scanner. Puis, il y aura une stabilité de cette atteinte maximale. Puis, il faut savoir que 14% des scanners sont normaux dans les 5 premiers jours versus 1% après J6. Donc, mais attention aux anomalies non évocatrices du Covid. Par exemple, ces micronodules centrolobulaires branchés, donnant cet aspect en arbre en bourgeon, c'est les condensations systématisées, c'est les sécrétions endobronchiques et c'est le syndrome cavitaire. Donc, si on récapitule, les signes scanographiques les plus évocateurs, c'est les opacités en verre dépoli, bilatérales, multilobaires, périphériques de forme géométrique, avec une prédominance au lobe inférieur et au secteur postérieur avec ectasie vasculaire, du crazy pavine et du halo inversé. Donc les signes scanographiques qui doivent mettre en doute le diagnostic, c'est les épanchements pleuraux, les adénopathies, les lésions de disposition centrolobulaire, l'arbre en bourgeon, les épanchements péricardiques et les lésions cavitaires. Donc en mars 2020, le premier bulletin et compte rendu type a été publié par la Société française de radiologie, facilitant ainsi l'interprétation des radiologues partout dans le monde. Et heureusement que ça a été publié avant notre premier cas enregistré au Maroc. Il y avait des cas cliniques didactiques téléchargeables avec des comptes rendus type structurés et des visioconférences également. Le rôle pronostique de la TDM était d'évaluer l'étendue de l'atteinte. Ce qui était recommandé en premier, c'est l'évaluation visuelle au début. C'est une évaluation et quantification purement subjective, avec une atteinte minime inférieure à 10%, modérée entre 10 à 25, sévère entre 25 et 50, intermédiaire entre 25 et 50, sévère entre 50 et 75, et critique au-delà de 75. Donc, ensuite, il y a le chest scoring qui a été publié par les Italiens et adopté par la Société européenne de radiologie.
C'est le même principe avec une quantification de chaque lobe à part, 5 lobes au total. Chaque lobe aura un score de 0 à 5 en fonction du pourcentage d'atteinte, et donc le score total du parenchyme pulmonaire va varier entre 0 et 25. Pourquoi le chest scoring par rapport au score visuel? Parce qu'à partir d'un score de 18, le pronostic était mauvais dans le mois, et comme le montre cette courbe. Et donc cette corrélation était bénéfique pour les cliniciens, en plus des autres paramètres clinico-biologiques. Donc l'équipe de l'hôpital de Cochin avait élaboré un modèle d'intelligence artificielle, on l'appelait COVID-ENET, qui contourne les lésions du Covid, et à la surprise de tout le monde, ce logiciel avait une exactitude similaire par rapport aux experts d'imagerie thoracique. Pas seulement, ce logiciel a été associé à une étude qu'on va voir par la suite, ce qui est le STOIC, afin de prédire le pronostic des patients au court et à moyen terme. Dans les services d'imagerie du CHU Casa, la quantification se faisait de façon semi-automatique à partir de la console post-traitement, mais par l'intermédiaire d'un logiciel de quantification de l'emphysème. En modifiant les paramètres, on lui demandait de quantifier le verre dépoli à la place de l'emphysème. Donc c'était astucieux, mais malheureusement, ça nécessite beaucoup de temps et donc impraticable en cas d'afflux massif des patients Covid positifs. Le score CORATS qui a été rapporté dans Radiology en août 2020, il a permis d'assigner un score selon la probabilité ou conviction radiologique d'atteinte Covid en scanner. On pourrait ainsi classer CORATS 2 si le scanner rapporte par exemple les signes non évocateurs comme les nodules centrolobulaires, l'arbre en bourgeon, une condensation systématisée en syndrome cavitaire. On pourra aussi classer un CORATS 5, par exemple, si les lésions sont typiques du Covid. Mais si on a une preuve PCR positive, là, on est devant un CORATS 6, quelle que soit la lésion décrite en TDM. Par la suite, il y a l'European Radiology a publié un score similaire en septembre 2020. C'est le COVID RADS. C'est presque la même chose, mais avec moins de grades. C'est 4 grades au total. Donc, concernant les études multicentriques, malheureusement, le Maroc n'a pas élaboré une étude radiologique multicentrique. C'est plutôt des séries de cas à l'échelle locale aux différents CHU. Donc, les radiologues français étaient les plus actifs. 2 projets pilotes avec des études multicentriques ont été instaurés dès le départ de la première vague du Covid en France. On parle du projet FIDAC. Et beaucoup plus glorieux et remarquable, c'est le projet STOIC, avec comme objectif majeur d'évaluer le pronostic de ces patients Covid à travers l'imagerie, chose qui n'était pas incluse dans le FIDAC. Donc, c'était un appel de projet ministériel à partir de mars 2020, face à la pandémie. L'objectif était de rassembler 10 000 TDM. 20 experts ont participé à ce projet, parmi eux les piliers de l'imagerie thoracique, de la Société d'imagerie thoracique. Donc, à travers cette plateforme, il fallait remplir les renseignements ainsi que les données brutes du scanner. Par exemple, est-ce que le radiologue juge que le scanner est artefacté? Et donc, ce scanner n'est pas inclus dans l'étude. Est-ce que le radiologue retrouve des lésions typiques ou atypiques du Covid avec une quantification initiale visuelle qui est totalement subjective, on l'a vu avant. Donc pour l'analyse des comorbidités, est-ce qu'il y a une coronaropathie sous-jacente avec ses classifications coronaires par le score calcique automatiquement généré? L'obésité également, en mesurant la graisse presternale sur cette courbe sagittale. Est-ce qu'il y a une dystrophie emphysémateuse, une PID, pneumopathie interstitielle diffuse, ou des lésions suspectes de parenchyme pulmonaire sous-jacent? Donc, et par la suite, cette plateforme élabore une cartographie avec contournage des lésions et une évaluation plus objective de l'atteinte grâce au logiciel COVID-ENET. Donc, à travers cette étude, le facteur pronostic essentiel, c'était l'extension des lésions au scanner au-delà de 50%, beaucoup plus que les comorbidités associées. C'était le facteur le plus prédictif d'évolution sévère, c'est-à-dire d'intubation ou de décès. Et à travers ce modèle de ces métadonnées, beaucoup d'algorithmes ont été développés afin de prédire le pronostic à court et à moyen terme des patients. En ce qui concerne l'évolution à long terme, l'étude élaborée par la Société d'imagerie thoracique européenne et la Société de radiologie européenne avait conclu à ce que les pneumonies organisées post-Covid disparaissent généralement dans les 12 mois qui suivent l'infection et que seule la persistance de plages en verre dépoli juxtaposées à des bronchectasies de traction peuvent orienter vers des changements fibrotiques antérieurs. Donc, ce qui a été rapporté également dans cette cohorte de 43 patients avec une moyenne de surveillance de 6 mois. Et dans les changements fibrotiques, on retrouvait principalement du verre dépoli avec des bronchectasies de traction. Ce qui a été étonnant, c'est l'absence de rayons de miel qui est caractéristique des fibroses de PID. On prend par exemple ces 2 patients avec en haut des bandes d'atélectasie, ici, caractéristiques de l'involution de cette pneumonie organisée. Par contre, lors des changements fibrotiques, on retrouvait des plages en verre dépoli avec des bronchectasies de traction irrégulières très visibles sur la mini-MIP. Donc, en ce qui concerne le diagnostic principal qui était le virus de la grippe lors de la 2e vague,
Ce papier avait publié les caractéristiques qui vont faire la différence entre les deux. On ne va pas revenir sur les images typiques du Covid, mais je voudrais juste attirer votre attention sur le terme de shrinking ground glass opacity, c'est-à-dire c'est du verre dépoli présentant des bords concaves par rétraction. C'était plus ou moins caractéristique par rapport au virus de la grippe. Et en ce qui concerne la pneumopathie grippale, c'est un verre dépoli qui est dit cluster-like ou patchy, avec une prédominance inférieure sans atteinte préférentielle postérieure, associée à des condensations dès le scanner initial, alors que dans le Covid, c'est plutôt une évolution. Il y avait des nodules centrolobulaires, il y a de l'épanchement pleural également, et il y a des épaississements des parois bronchiques avec parfois des DDB. Donc pour les limites de la TDM, elles n'étaient pas tout le temps faciles à réaliser du fait du contrôle des infections liées au transport des patients, le temps de décontamination de la salle, la disponibilité de la TDM pendant les périodes d'afflux massifs lors des vagues pandémiques, ce qui faisait discuter la place de la radiographie standard dans le suivi des anomalies pulmonaires chez les patients critiques. Donc cette radiographie a une sensibilité relativement moyenne concernant les condensations, ça peut aller jusqu'à 62 jusqu'à 82% comparativement au scanner. Par contre, le verre dépoli et les réticulations sont relativement difficiles à détecter, ça va dépendre essentiellement de l'expérience du lecteur. Mais cette radiographie a gardé toujours sa place, surtout dans le contrôle des patients hospitalisés, puisqu'elle est accessible, peu irradiante, peu coûteuse, faisable au lieu du malade et surtout facilement désinfectable. Donc pour cela, le score de Brixia a été élaboré afin de standardiser cette interprétation de ces radiographies standards. Ça consiste en quoi? En fait, on trace deux lignes afin de diviser la radio en trois parties, supérieure, moyenne et inférieure. Et donc on aura un total de 6 régions avec un score attribué à chaque territoire en fonction de la sévérité de l'atteinte. Donc on parle d'un score de 1 s'il y a une atteinte interstitielle isolée, un score de 2 si l'atteinte est alvéolo-interstitielle avec prédominance interstitielle, un score de 3 si l'atteinte est alvéolo-interstitielle avec prédominance alvéolaire, et donc le décompte c'est la somme de toutes les valeurs avec un max de 18. Beaucoup d'études sur ce score, que ce soit pour comparer le scanner surtout chez les patients hospitalisés ou pour prédire le pronostic de cette pneumopathie avec ce changement de l'évolution des images radiologiques dans le temps. Donc voici un exemple de deux patients avec à droite un score de 3 avec cette atteinte interstitielle isolée et à gauche c'est plutôt un 11 avec cette condensation au niveau des bases. Et pour ne pas empiéter sur la présentation qui va suivre, j'ai dû enlever pas mal de diapos concernant l'embolie, mais je voulais garder quand même celle-ci. Il faut savoir que lors de la pandémie, il y avait beaucoup de demandes par rapport aux angioscans pour suspicion d'embolie pulmonaire et qui revenaient négatifs. Donc par la suite, on a compris que dans le Covid, c'était plutôt des thrombis intraluminaux vraiment en distalité, et donc qui échappaient en général aux plus performants des angioscans, même à 128 barrettes. Par exemple, chez cette patiente avec situation inexpliquée d'une aggravation clinico-biologique, un angioscanner thoracique normal avec une atteinte non critique du parenchyme pulmonaire, c'est tout l'intérêt du scanner double énergie qui va étudier la perfusion de l'iode dans n'importe quel organe, et dans ce cas, il y avait une malperfusion distale, sous-segmentaire, multifocale, témoignant de cette obstruction des petites artères. Donc, comment expliquer cette thrombie? Il faut savoir que les cellules endothéliales expriment des récepteurs ACE2, surtout en distalité. Vous savez tous que le virus est un tropisme pour ce type de récepteur, et donc on a une vascularite distale, avec cette publication concernant les résultats post-mortem des thrombis fibrineux présents chez 87%. Généralement non détectables en angioscan. Donc, quelques diagnostics différentiels avant de conclure. Premièrement, de façon majoritaire, on était confronté à des patients cardiaques en décompensation, et vous voyez très bien que la disposition de ce verre dépoli est plutôt centrale, avec des épaississements qui vont signer la turgescence veineuse à leur niveau. Donc, sans oublier de rechercher la dilatation des cavités cardiaques gauches, des veines pulmonaires, ainsi que de l'épanchement pleural, et donc la clinique était assez importante dans ces situations. Et de façon rarissime, parfois, les images étaient typiques du Covid, mais sans évolution temporelle, caractéristique sur les scanners normalement de contrôle. Chez ce patient, par exemple, l'atteinte était stationnaire avec un scanner avec 3 PCR négatifs. Un lavage broncho-alvéolaire était réalisé suite à une hyperéosinophilie sanguine retrouvée sur la NFS, et c'était une pneumonie à éosinophile. Donc, il faut faire attention aux images, mais surtout à votre biologie s'il y a une discordance. Donc il faut également bien analyser les plages en verre dépoli et ne pas passer à côté d'une PID. Par exemple, ici, il y a des images kystiques à l'intérieur de ces plages de verre dépoli, et c'était un rayon de miel débutant pour une PID. Dernier cas, un patient asthmatique, toujours dans le contexte d'une suspicion de Covid, avec des plages en verre dépoli
périphérique, mais ce qui nous intrigue, c'est les épaississements des parois bronchiques qu'on retrouve ici. Donc l'analyse en fenêtre médiastinale retrouve un contenu qui est spontanément hyperdense des branches. On arrive à le voir. Et c'était de l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. Donc attention au terrain sous-jacent, comme par exemple le cas du BPCO. Par exemple, chez ce patient avec une PCR positive et un pattern réticulaire prédominant, on dirait une PID. Mais heureusement qu'on avait la TDM avant la Covid et quelques mois pour comparer avec cet emphysème centrolobulaire qui est diffus, qu'on arrive à voir ici. Donc il faut faire attention, l'emphysème modifie la présentation en imagerie du Covid. Donc en guise de conclusion, le pattern essentiel de la pneumopathie à Covid, c'est le verre des poulies, avec des progrès considérables en imagerie sur une pathologie mal connue il y a quelques années. Donc le scanner était déterminant lors de la pandémie, avec un intérêt diagnostique et pronostic qui est majeur. Et enfin, il faut toujours savoir évoquer la Covid en période de forte prévalence. Cependant, il faut la garder en tête hors épidémie. Et je vous remercie.